Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci de vous être connectés nombreux et nous serons encore rejoints puisque vous étiez un peu plus d'une centaine d'inscrits pour ce webinaire dédié à l'inclusion numérique. Euh, on va laisser garder quelques minutes le temps que l'ensemble des participants nous rejoignent et je vous remercie d'ores et déjà de votre présence. Merci pour vos retours dans le chat concernant le son, qui est toujours du coup le risque de ces événements en digital. On est déjà une cinquantaine à être connectés, donc un peu plus de la moitié pour l'instant des inscrits. Je vais profiter de ces quelques minutes de battement, le temps que tout le monde se connecte, pour vous rappeler les principes de fonctionnement de Livestorm, qui est cette plateforme du coup de visioconférence. Quelques conseils du coup, si jamais vous avez des problèmes de son ou de connexion ou de micro, si vous êtes amené à vous exprimer, je vous conseille d'utiliser le navigateur Google Chrome qui souvent fonctionne davantage et les autres navigateurs pouvant causer parfois quelques petits soucis de connexion. Je vous conseille également d'utiliser une connexion filière quand vous le pouvez, Ethernet, pour éviter les sauts de réseau Wi-Fi. Nous sommes dans une configuration de webinaire où les intervenants externes ont la parole et vous avez, vous, les participants, plusieurs modalités pour vous exprimer, que vous voyez du coup résumé à l'écran. Vous avez effectivement le chat dans lequel vous avez d'ores et déjà commencé, et je vous en remercie, à mettre des messages, donc dans lequel vous pourrez vous exprimer. Vous avez juste à droite de cet onglet chat un onglet questions dans lequel vous pouvez poser des questions directement auxquelles nous pourrons répondre en direct du coup et les visibiliser. Vous aurez l'occasion de répondre à quelques sondages au cours du webinaire qui s'afficheront et vous pouvez accéder à la liste également des participants. Dans le cas où vous souhaiterez prendre la parole, parce que c'est aussi un temps d'échange, donc on pourra prendre aussi des questions ou des réactions directement au micro pour ceux qui le souhaitent. Vous, je vous invite pardon, à vous exprimer dans le chat pour réclamer la parole. Je vous adresserai ensuite du coup une invitation à participer à l'événement. Vous devrez donc répondre à cette petite boîte de dialogue. Vous avez été invité à participer, accepter ou refuser. Et ensuite, pour que tout le monde vous entende et vous voit bien, vous aurez une seconde petite action à réaliser qui est de bien cliquer ce que vous voyez à gauche sur l'icône participer, qui vous fera donc monter sur scène, activera micro et vidéo et vous pourrez vous exprimer à nos côtés à cette occasion. Et je vous conseille évidemment aussi d'utiliser un casque audio si jamais vous êtes amené à vous exprimer, qui est davantage pratique pour la qualité du son. Je vous représente rapidement le programme de ce webinaire qui était dédié à la présentation de 2 outils pratiques France Asso Santé avec des partenaires sur le thème de l'inclusion numérique. On aura une première présentation par la Mednum avec Colline Siguier et Clarisse Honoré qui ne vont pas tarder normalement à se connecter, j'ai vu, en connexion, mais qui ne nous ont pas encore rejoints sur scène, qui présenteront donc qui est la Mednum, quelles sont leurs actions. Et bonjour Colline, du coup, qui nous rejoint. Bonjour. Oula. Donc, une présentation de la Mednum qui démarrera. Ensuite, on vous présentera un premier guide représentant des usagers, comprendre et participer à l'inclusion numérique que nous avons justement co-rédigé avec la Mednum. Et Et ensuite, ensuite, un un retour retour. sur... Alors,
un retour sur un outil pratique qui a été édité par France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec le siège de France Asso Santé, mini-guide se repérer dans la e-santé et avec les retours de terrain de la délégation régionale. Alors, Colline, je vais peut-être du coup commencer par effectivement votre présentation de la Mednum. Vous êtes un partenaire très précieux pour nous en tant que tête de réseau des acteurs de l'inclusion numérique. Donc, je suis très heureux qu'on ait pu concrétiser ce guide avec vous et que vous puissiez aussi vous présenter un peu davantage. On vous avait présenté l'an dernier auprès du conseil d'administration de France Asso Santé et donc très heureux que vous puissiez le faire à destination du réseau. Bonjour Arthur, et désolé pour les petits problèmes de son. En fait, on est dans la même salle avec Clarisse. Et du coup, là, quand on se connecte à deux, ça fait des interférences. Mais là, on a réussi à se caler. Donc, on a un micro pour deux. Voilà, si Clarisse parle, ce sera de mon micro, mais c'est normal. Voilà, parce qu'on utilise mon son. Donc, merci beaucoup Arthur pour cette invitation. Je m'appelle Colline Siguier, je suis directrice des études et du plaidoyer à la Mednum, qui est la coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique, que je laisserai Clarisse présenter juste ensuite. Et voilà, nous sommes toutes les deux très heureuses d'être ici aujourd'hui, en visio. Mais voilà, pour pouvoir vous présenter notre structure, la Mednum, mais aussi les enjeux d'inclusion numérique et notamment ces enjeux en matière de santé. Parce que, en fait, comme l'inclusion numérique, elle concerne potentiellement tout le monde sur quasiment tous les aspects de la vie de tous les jours, que ce soit en santé, en matière d'éducation, mais aussi en matière de mobilité ou au travail. En fait, c'est très important pour nous de faire des ponts entre l'inclusion numérique et les autres secteurs, notamment la santé. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Arthur, pour cette opportunité. C'est bon. Merci Colline, merci Arthur. Donc, je suis Clarisse Honoré, chargée de mission études et plaidoyer à la Mednum, et je vais vous présenter notre structure et nos activités, en commençant tout d'abord par quelques définitions. Donc, on compte 14 millions de Françaises et de Français en situation de fragilité numérique avant la crise sanitaire, c'est-à-dire totalement coupés ou se déclarant en grande difficulté avec les usages numériques. Ce chiffre est à prendre avec précaution, il serait plus important aujourd'hui, puisque selon les données du dernier baromètre du numérique, 48% des Français éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet, soit plus 13 points par rapport à 2020. Sur la notion d'éloignement au numérique, aujourd'hui, différents facteurs, s'ils ne sont pas réunis, peuvent provoquer des situations d'exclusion, à savoir l'accès au matériel, l'accès à une connexion, le fait de disposer de compétences nécessaires pour s'approprier les usages du numérique, ainsi que la conception, qui joue également un rôle déterminant, qu'il s'agisse d'accessibilité des services numériques pour les personnes allophones ou en situation de handicap, ou de simplicité des interfaces et des usages. Face à ce besoin croissant d'accompagnement, les réseaux d'acteurs se structurent et collaborent depuis plusieurs années pour apporter une réponse globale, stratégique et coordonnée pour traiter à la fois le besoin actuel et son risque futur. Donc, en réponse à cette problématique de société, a été créée la Mednum en 2017. La Mednum est une coopérative nationale qui rassemble les acteurs de la médiation numérique en France. Elle a été créée par une quarantaine d'acteurs de l'inclusion numérique et l'État, qui faisaient face à un secteur non structuré et qui ne disposait pas d'un interlocuteur unique, pouvant faire le lien entre des acteurs fragmentés. Les fondateurs ont fait un choix original car il ne s'agit pas d'une fédération, ni d'une association ou d'un simple acteur privé supplémentaire, mais d'une société coopérative d'intérêt collectif qui permet de combiner deux rôles, un rôle de tête de réseau pour rassembler les différents acteurs et les représenter, et un rôle plus industriel pour faire passer à l'échelle nationale des solutions d'inclusion numérique inventées par les acteurs sur les territoires. Ce double rôle permet de dynamiser le secteur et de mettre en réseau les acteurs qui trouvent dans la Mednum un cadre de coopération intéressant sur des projets collectifs pour répondre aux besoins de réponse massive aux problématiques d'inclusion numérique. Donc, qui dit société coopérative d'intérêt collectif dit sociétariat. Donc, la Mednum rassemble aujourd'hui plus de 130 sociétaires avec la volonté d'avoir le tour de table le plus large possible. Donc, ils sont réunis, comme vous pouvez le voir, en 8 collèges d'acteurs qui permettent de rassembler des décideurs publics, des financeurs, des faiseurs, des acteurs de terrain et des bénéficiaires de la médiation numérique. La Mednum est la première société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle l'État est entré au capital avec d'autres acteurs publics nationaux, comme le groupement d'intérêt public PIX,
et des collectivités territoriales qui mettent en œuvre des politiques publiques locales d'inclusion numérique. La MENUM rassemble également des acteurs de l'inclusion numérique qui sont très divers, allant d'acteurs associatifs, du secteur de l'éducation populaire, du milieu des tiers-lieux, des Fab Labs, et de plus en plus d'entreprises sociales qui ont souvent une portée plus large, qui font de la médiation numérique, mais pas seulement, comme Simplon par exemple. La MENUM regroupe aussi des grands acteurs économiques dans le collège des affinitaires, par exemple des organismes de représentation du secteur qui ont des actions et des engagements qui touchent l'inclusion numérique, mais dont ce n'est pas leur cœur d'activité principal, comme la MGEN. Et enfin, la MENUM rassemble des personnes physiques. Historiquement, beaucoup de médiateurs numériques se sont lancés en indépendant, car les associations avaient des difficultés pour les rémunérer à temps plein. Et les salariés de la MENUM sont également présents au sociétariat. Sur le fonctionnement de la MENUM, après 5 ans d'existence, la MENUM mène aujourd'hui de front plusieurs types d'activités. Notre modèle repose sur la capacité à mobiliser des experts français, membres de la coopérative, pour produire ensemble des solutions pertinentes, adaptées aux acteurs et à leur territoire. Donc, parmi les activités du pôle opérations et projets, il participe au portage de projets en collaboration avec et entre les sociétaires de la MENUM. Nous travaillons beaucoup avec le secteur public, en répondant collectivement à la commande publique avec nos sociétaires, avec la volonté de développer une sorte de production distribuée. Donc, par exemple, ce pôle opérations et projets a produit l'IFN, l'indice de fragilité numérique, qui est un sujet lancé avec plusieurs collectivités sous la forme d'un outil statistique d'aide à la décision qui agrège des données publiques pour géolocaliser les zones d'un territoire en fragilité numérique à l'aide d'une cartographie. Ils ont également porté des solutions nationales mutualisées comme la plateforme Solidarité numérique, qui permet un premier accompagnement en direct pour apporter une aide d'urgence aux appelants, notamment pendant la crise du Covid-19. Ou encore Réfugiés.info, un portail d'information contributif co-développé avec la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, qui donne de l'information simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs aidants. Donc, la MENUM a également un pôle finance et services aux sociétaires pour aider les acteurs à se structurer, à grandir, sécuriser leurs pratiques et accéder à de nouvelles formes de financement. Un pôle de représentants des acteurs que je vais vous présenter un peu après. Et bien sûr, tout cela dans un souci d'avancer collectivement et de manière démocratique, avec le pôle vie coopérative et communication, qui apporte un soin particulier à l'animation de notre réseau de sociétaires et à favoriser tous les types d'échanges et de participation. Donc, sur la direction d'études et plaidoyers, où je suis chargée de mission avec Colline, en janvier 2022, la MENUM s'est dotée d'une nouvelle direction, études et plaidoyers, pour porter la voix et les propositions des acteurs du secteur de l'inclusion numérique, tout en documentant leurs actions sur les territoires. À ce titre, notre direction a pour mission de produire différentes études transversales au secteur ou plus thématiques, pour faire connaître l'écosystème, ses acteurs et leurs activités auprès des décideurs publics et des acteurs privés concernés par ces thématiques. Nous avons par exemple la possibilité de réaliser une étude sur l'inclusion numérique en santé. Ces études permettent en outre d'appuyer les activités de plaidoyer, renforçant les argumentaires par des données chiffrées et des analyses empiriques. Sur le plaidoyer, dans le cadre de la campagne présidentielle 2022, la MENUM et ses sociétaires se sont collectivement mobilisés en proposant un plaidoyer pour un numérique d'intérêt général et lutter contre la précarité numérique. Il contient 62 mesures concrètes dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi et du pouvoir d'achat, de la santé et de l'environnement, afin de réellement agir pour l'inclusion numérique de toutes et de tous. Donc, sur notre plaidoyer santé, nous avons porté 4 grandes propositions qui contiennent plusieurs mesures concrètes, dont celle dont nous allons plus précisément parler aujourd'hui: faire entrer la médiation numérique dans les établissements de santé, en sensibilisant notamment les établissements de santé et leurs professionnels aux enjeux d'utilisation des outils dématérialisés de partage d'informations, et en intégrant les médiateurs numériques à l'élaboration par les représentants d'usagers ou les professionnels de santé, lors des CDU ou des CVS, des actions pour les droits et le bien-être des patients. Cela permettrait une meilleure prise en compte des enjeux d'accessibilité dans l'innovation en santé. Cette proposition se concrétise aujourd'hui avec la réalisation du guide avec France Asso Santé, que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et enfin, sur les études, nous avons réalisé et publié en septembre 2022 un premier observatoire, l'Observatoire de l'inclusion numérique. Actualisé chaque année, cette étude permet de valoriser l'engagement des acteurs, de mieux comprendre leurs activités et leurs pratiques. Elle a également pour ambition de faire reconnaître les différents métiers et les compétences de ces acteurs, d'identifier les besoins des organisations et les freins à leur développement.
Enfin, et en écho au plaidoyer de la MEDNUM, cette étude entend sensibiliser les pouvoirs publics et les autres partenaires aux enjeux de la médiation et de l'inclusion numérique pour renforcer leur soutien. Donc voici pour la présentation de la MEDNUM. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Clarisse pour cette présentation assez détaillée. Si ça vous convient, Clarisse et Colline, je partage aux participants votre présentation, si ça vous convient, Bien sûr. parce qu'il y a d'ores et déjà des demandes, donc la présentation est accessible dans la petite barre application partage de fichiers, et sinon on vous la renverra avec aussi l'envoi du replay. Donc, un grand merci. N'hésitez pas, je vous le disais dans le chat, à poser vos questions, parce que c'est vrai que le monde de l'inclusion numérique est un monde qu'on ne connaît pas forcément bien, malgré le fait que ces questions de fracture numérique, et cetera, sont des éléments et des enjeux qui reviennent très souvent dans les témoignages des usagers et des représentants d'usagers que vous représentez. Et quelque chose, je rajouterais peut-être, Clarisse et Colline, c'est que vous avez animé la démarche CNR numérique, donc Conseil national de la refondation numérique, et bien pendant avec les différents ateliers, etc. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, notre réseau avait pas mal participé au CNR côté santé, et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de visibiliser votre action, puisque c'est vous qui avez, alors je sais pas si on dit animé ou coordonné, ou peut-être les deux. Pour être plus précis, en fait, il y a le CNR qui est divisé en plusieurs secteurs, hein, santé, éducation, numérique. Et au sein du CNR numérique, il y a 3 volets qui sont la transformation du travail par le numérique, l'apaisement de l'environnement en ligne, donc tout ce qui est lutte contre les cybermalveillances. Et le 3e volet, c'est l'inclusion et l'accessibilité numérique. Et la MEDNUM est rapporteur aux côtés de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, de ce volet inclusion numérique, de ce CNR numérique, avec 4 groupes de travail nationaux, des concertations territoriales. Et je ne vous explique pas tout le processus parce que c'est bien trop compliqué. Il faudrait un schéma pour vous le montrer. Merci beaucoup, Colline. Et peut-être encore une chose, Arthur, sur les documents que Clarisse a présentés. Peut-être que tu pourras envoyer le plaidoyer, notamment la partie santé, et pour tous ceux et celles que ça intéresse, également l'observatoire. Bon, il fait une bonne centaine de pages, mais c'est un bon ouvrage pour comprendre bien ce qu'est le secteur de l'inclusion numérique, pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Exactement, on vous renverra les liens de tous ces très précieux documents et qui d'ailleurs nous ont beaucoup aidé pour la rédaction du guide. Je vais répondre à la question qui revient effectivement. Si vous voulez récupérer le PowerPoint, alors vous avez vu qu'en dessous, vous avez le chat, vous avez rubrique chat, puis questions, sondage, participants, et ensuite 3 petits points avec le terme apps. Si vous cliquez sur apps, donc application, vous pourrez aller dans partage de fichiers. Dans partage de fichiers, vous pouvez récupérer directement, télécharger le PowerPoint qu'on vous renverra par la suite, du coup, avec le replay si vous ne pouvez pas le récupérer tout de suite pendant la session. Alors une question, mais peut-être qui trouvera aussi des éléments de réponse dans ce qu'on va vous présenter. Je vois Marie-Thérèse Fribaud. Concrètement, que veut dire ou qu'est-ce qu'on entend par faire entrer la médiation numérique dans les établissements de santé? En quelques mots, peut-être pour teaser effectivement ce qu'on va raconter, dans ce qu'on va vous présenter et dans le contenu de ce guide. Alors très rapidement, ce qu'on a remarqué quand on a réfléchi au plaidoyer santé, donc on a réuni des acteurs et de la santé et du monde de la médiation numérique, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de pont entre ces 2 secteurs. Qu'en fait, tout fonctionne en silo. Il y a d'un côté la santé et d'un côté l'inclusion numérique. Alors qu'en fait, l'inclusion numérique, ça concerne, comme je le disais, tous les secteurs. Et on a aussi fait le constat que dans les établissements de santé, les personnes, soit les usagers, enfin les patients, soit les accompagnants, soit les professionnels de la santé ne maîtrisaient pas forcément tous les usages du numérique et ne pouvaient à ce titre pas profiter de toutes les opportunités qu'offre le numérique en santé. Et donc, on aurait peut-être dû commencer par expliquer ce qu'est la médiation numérique. En fait, la médiation numérique, c'est toutes les activités qui permettent aux personnes de s'approprier, d'avoir accès au numérique, soit accès à l'équipement, donc au matériel, à la connexion, soit avoir accès aux usages et comprendre ces usages pour pouvoir être en fait un citoyen actif dans la société numérique. Donc ça, c'est la médiation numérique. Et donc l'idée, c'était de faire entrer la médiation numérique dans le monde de la santé
notamment les établissements publics. On a choisi ça parce qu'il y avait des instances déjà existantes comme les CDU et les CVS. C'était un peu une porte d'entrée qu'on a trouvée pour faire entrer la médiation numérique et voilà, acculturer les personnes à ces sujets. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, Colline, que tu as bien répondu et je témoignerai aussi de l'importance de ces travaux parce que avec l'arrivée de mon espace santé, ça a aussi propulsé le monde de la santé sur ce terrain justement de l'inclusion numérique et donc il était tout à fait logique finalement qu'on se retrouve, je ne vais pas dire à mi-chemin, mais le monde de l'inclusion, le monde de la santé et on voit qu'on converge tous finalement vers cet objectif et cet horizon de mettre en capacité, de ne laisser personne sur le bord de la route ou sur le côté comme on l'entend souvent. Je vois une question de Géraldine, mais peut-être qu'on y répondra une fois qu'on aura fait la présentation avec le guide, comme ça ça viendra compléter et ça répondra en partie aussi à des questions qui sont soulevées par Géraldine. Et dans ce cas, je vais d'ores et déjà... Non, Arthur, il y a une question de Daniel aussi qui est très générale, à laquelle je peux peut-être répondre. Oui, tout à fait. La différence entre médiation et inclusion numérique. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc, on peut dire qu'en fait, la médiation, c'est les activités qui permettent à terme l'inclusion numérique. En fait, ça veut dire quoi être inclus numériquement? C'est ce que je disais. Ça veut dire pouvoir bénéficier de toutes les opportunités qu'offre le numérique, donc avoir accès aux outils numériques, mais aussi accès aux usages pour s'en servir, pour comprendre, pour ne pas se faire avoir et pour faire des choix en fait, dans la société. C'est ça, être inclus numériquement. Et la médiation, c'est les activités qui permettent d'être inclus. Merci beaucoup, Colline, pour cette précision qui est bien importante. Alors du coup, je vais commencer à vous présenter ce qui contient ce guide et on continuera à répondre aux questions et ça en ouvrira sûrement d'autres. Ce guide donc, qui s'intitule « Représentant des usagers, comprendre et participer à l'inclusion numérique », il a vraiment vocation, alors je ne l'ai pas dit au début pour ceux qui ne me connaîtraient pas, hein, je suis Arthur Dauphin, chargé de mission numérique en santé pour France Asso Santé, j'en profite pour me représenter. Et donc l'idée de ce guide qui a été du coup coécrit avec la MENNUM et France Asso Santé, c'est de mettre entre les mains des représentants d'usagers en particulier qui exercent du coup différents mandats dans différentes instances, des clés de compréhension pour comprendre ce qu'est l'inclusion numérique, la médiation numérique en particulier, et aussi des leviers, des pistes d'action, des idées pour participer, être vraiment partie prenante. Alors davantage au sens politique, on va dire, de nos actions en tant que représentants des usagers, plus qu'en termes de devenir nous-mêmes des médiateurs, même si ça fait évidemment partie des questions et des enjeux, comme je le vois déjà dans les questions et le chat. Et donc, de vous présenter un petit peu comment on a construit et ce que contient finalement cette ressource. Donc, comme on a dit, comprendre d'abord et représenter, il y avait un vrai besoin d'établir pour notre réseau un socle de base de compréhension, de connaissance sur ce que recouvrent ces notions d'inclusion et de médiation numérique et les questions justement, qu'est-ce que c'est un médiateur, qu'est-ce qu'ils font, où on peut les trouver. Donc, on a toute une première partie de ce sommaire qui est dédiée à cette partie-là, les réponses que tu as commencé à apporter, Colline. Qu'est-ce que la médiation numérique? Qu'est-ce qu'ils font? Qui font-ils? Pour quel public visent-ils? On y retrouve aussi une description, une présentation de ce qu'est la MEDNUM et puis des hubs aussi régionaux que vous co-animez. On parle de quelques outils spécifiques qui sont notamment des outils publics comme Pix, comme Aidant Connect, des focus sur quelques acteurs comme les ambassadeurs Mon Espace Santé, les tiers-lieux ou encore les réseaux PIMS qui sont des réseaux très structurés. On parle aussi des France Service, vous avez sûrement entendu parler des conseillers France Service ou des maisons ou espaces France Service et comment finalement on peut trouver des lieux ou des acteurs de la médiation numérique près de chez soi, entre guillemets, et dans le cadre de nos actions en tant que bénévoles associatifs et représentants d'usagers, du coup, des futurs et potentiels partenaires sur le territoire. Donc, une première partie qui est de comprendre effectivement ce que ça recouvre et une seconde partie qui est plus orientée vers la participation. Et ça, c'est ce que je vous disais. Alors, on y décrit déjà l'action d'une association du réseau France Asso Santé qui d'ailleurs est membre de la MEDNUM, qui est l'UNAF, et qui réalise des actions concrètes de médiation numérique, et ensuite des leviers d'action pour différents types de mandats de représentation des usagers, qu'on va un petit peu plus vous présenter tout à l'heure. Donc,
quelques, morceaux choisis, on va dire, qui sont dans ce guide et qu'on a copié-collé pour vous les présenter. L'idée n'est pas de tout relire, mais de vous montrer finalement à quoi ressemble ce guide, qu'est-ce que vous pouvez y trouver davantage. On retrouve ce chiffre évidemment de 14 millions que Clarisse, tu exprimais, de personnes en situation de fragilité numérique et c'est vrai que c'est un chiffre qui est important parce qu'il vient appuyer un constat et des chiffres concrets. Et qu'est-ce que ça recouvre cette notion de fragilité numérique? Que font les médiateurs numériques? Donc effectivement, ils détectent les fragilités, ils sensibilisent à un numérique aussi éthique et responsable et puis ils accompagnent les individus, effectivement, à faire des choix, à être en maîtrise et en capacité d'utiliser les différents services numériques, autant des services publics dématérialisés que des services de santé et cetera à terme. On parle aussi quel lieu pour la médiation numérique, qu'il y a des lieux qui sont, dédiés strictement à ça, dont c'est l'objet, on va dire, de création. Il y a des lieux dont c'est devenu le métier, les centres sociaux, médiathèques, bibliothèques, maisons de quartier et cetera. Il y a des lieux publics en mutation qui, de plus en plus, accueillent des activités de médiation numérique. On pense à Pôle emploi ou aux caisses d'allocation familiale. Des lieux privés en mutation comme la Poste ou certaines banques ou les boutiques de réparation, effectivement, de matériel informatique. Puis des nouveaux lieux dont on vous détaillera un petit peu aussi, des tiers-lieux et cetera. Je ne reviendrai pas sur, l'indice de fragilité numérique que tu as évoqué Clarisse, mais on en profite effectivement pour parler de quelques projets et réalisations très concrètes, qui peuvent aussi outiller votre action, vos diagnostics territoriaux. Donc l'indice de fragilité numérique, il permet de manière très fine, de regarder les territoires qui sont les plus concernés et en tant que représentant des usagers, c'est une ressource qui peut être assez précieuse quand vous travaillez avec des acteurs de terrain et aussi pour comprendre ouais et établir des priorités aussi politiques ou d'action. Vous retrouvez, c'était intéressant, dans les nombreux, qu'on a vus sur les slides aussi que tu présentais Clarisse, mais réfugiés.info qui est un portail assez, inédit et très, très pratique, pour, mettre à disposition et bien, de l'ensemble des personnes réfugiées, tout un tas de ressources notamment, publiques, associatives aussi, hein. Du coup, il y a des actions associatives de notre réseau qui y sont référencées notamment et qui est une réalisation pour utiliser le numérique au service finalement des besoins des usagers et les aider à pouvoir, prendre, pleinement, possession, en tout cas de la potentialité de tous ces outils. On parle aussi, je vous le disais, de quelques outils, de quelques acteurs. On vous réexplique ce que c'est qu'un tiers-lieu, parce que c'est aussi un réseau qui est en train de se structurer à travers, de France Tiers-Lieux, par exemple. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup et qui, peut rassembler pas mal de choses et c'est assez intéressant et important qu'on comprenne bien ce que ça recouvre. On parle de Pix aussi, qui est, un très bel outil, pour monter en compétences numériques, de manière très pédagogique et qui, incorpore du coup progressivement des éléments spécifiques à la santé et donc qui est un outil, potentiellement, très puissant aussi dans le cadre de cette médiation numérique en santé et c'était aussi important pour nous de faire le lien avec l'aspect santé, qui est aussi, la spécificité de notre réseau, chez France Asso Santé et donc de bien réinsister et visibiliser en quoi chacun de ces acteurs ou de ces actions, elles pouvaient se retrouver dans notre écosystème aussi à nous. On parle aussi, par exemple, des réseaux PIMS Médiation et pour lequel on a aussi voulu mettre en avant 3 réalisations, notamment, liées, par exemple, à la crise du Covid, 19 et qui, du coup, cherchaient à rapprocher via le numérique la santé ou à accompagner les personnes à pouvoir, le faire, que ce soit de la sensibilisation, que ce soit de la mise à disposition d'accompagnement auprès de bornes de téléconsultation, par exemple et des types d'actions comme ça. Donc c'était intéressant de pouvoir aussi vous montrer ces exemples précis, et qui font le pont entre nos 2 écosystèmes. On parle évidemment des France Services. Je vous ai mis pareil, petit morceau choisi de ce qu'on dit sur les France Services. L'idée de vous rappeler, qu'ils sont dédiés aux services publics dématérialisés, les impôts, la CAF, l'assurance maladie et cetera et donc évidemment, pour nous, usagers de la santé, ce sont des services et des espaces qui sont importants et intéressants, et donc on peut trouver un accompagnement humain pour aider dans ces démarches en ligne, avoir du matériel informatique à disposition et se faire accompagner dans la prise en main des outils.
On trouve, et ça c'est une question qu'on reçoit très souvent, on vous donne des éléments pour trouver des acteurs de la médiation sur votre territoire et d'accéder notamment à une cartographie nationale des lieux de médiation numérique, actualisée, avec, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc dans le document PDF, vous avez le lien qui est intégré et qui vous permet d'y accéder, en direct avec, la France hexagonale, mais aussi les territoires ultramarins. Et donc, on l'a dit, un guide qui cherche à donner les clés de compréhension sur ce que sont vraiment la médiation numérique, par rapport aussi à nos enjeux à nous dans le domaine de la santé, et puis surtout donner des clés pour participer. Et donc, je vous le disais, on a un témoignage très riche, et je remercie Stéphanie Pourria de l'UNAF de nous avoir aidé dans la rédaction de ce témoignage et de cette page, pour expliquer, aujourd'hui, il y a déjà en fait beaucoup d'acteurs, de terrain qui font de la médiation numérique, et il y a aussi des acteurs associatifs et des acteurs que parfois nous connaissons très bien, puisque le réseau, de l'UNAF, membre de France Asso Santé, est aussi très actif dans nos délégations régionales via ses unions régionales ou départementales. Donc vous connaissez bien, et je ne doute pas qu'il y a des représentants de ce réseau qui sont connectés aujourd'hui aussi avec nous. Et donc de représenter finalement, quels sont les constats, comment ils sont arrivés à cette envie de devenir des acteurs eux-mêmes de la médiation numérique, comment ils ont engagé du coup des conseillers numériques pour les mettre à disposition du terrain, en proximité des usagers et des besoins, et d'expliquer effectivement dans le domaine de la santé et puis l'attente, quel est le retour finalement qu'a pu avoir sur le terrain de cet apport, de cette offre de service du coup nouvelle. Outiller le réseau France Asso Santé, je vous l'ai dit, c'est un peu l'objet aussi de ce guide, c'est de pouvoir mettre entre les mains de vous, représentants des usagers et bénévoles, des clés d'action, des idées pour agir. Et donc, on a fait plusieurs rubriques, notamment pour les représentants d'usagers en caisse d'assurance maladie, hein, qui sont CPAM pour la plupart, mais aussi les caisses qui existent par ailleurs dans les situations spécifiques. C'est l'occasion de vous rappeler pourquoi le numérique, c'est important, quand on est dans ces mandats aussi, parce que l'assurance maladie développe et déploie avec des acteurs aussi comme le ministère de la Santé, mais des services, comme Mon Espace Santé, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, Amélie.fr, le compte Amélie, Sophia pour le suivi des diabétiques par exemple, ou encore l'ordonnance numérique qui va se généraliser petit à petit sur les 2 prochaines années, et donc qui vont encore renforcer le besoin finalement que nous, bah, on puisse accompagner, on puisse expliquer, sensibiliser et provoquer des nouvelles actions, des nouvelles modalités d'accompagnement, parce que, on a de plus en plus de services numériques au service de tout le monde. On vous rappelle, la démarche, notamment, l'engagement de l'assurance maladie aussi, hein, sur ces thèmes d'inclusion numérique, que ce soit avec l'arrivée de Mon Espace Santé, mais dans le guide aussi, beaucoup d'ateliers qui ont commencé à être organisés et donc avec lesquels on peut être en lien, nous, représentants des usagers. Après avoir fait, du coup, on vous présente à chaque fois un petit état des lieux, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous rendre de manière assez synthétique, et après on vous propose quelques pistes d'action, donc qui peuvent être parfois assez simples, mais on essaye de développer un petit peu. Donc de vous renseigner auprès évidemment de votre caisse, de vous réunir avec les autres représentants, France Asso Santé, les représentants de l'UNAF, les représentants de la FNAT avec lesquels vous pouvez siéger, d'identifier des actions pertinentes en lien aussi avec le contexte local, les plaintes ou réclamations que vous pouvez recevoir, les constats que vous faites avec les établissements éventuellement. Et puis du coup, de faire remonter ces actions d'accompagnement comme des priorités aussi, si vous le souhaitez, parce que c'est aussi tout le sens de notre présence en tant que représentant d'usagers aussi, pouvoir mettre à l'ordre du jour des priorités. Et donc quand l'inclusion numérique, la médiation numérique sont pour vous des sujets d'intérêt et de priorité pour votre territoire notamment, et vous pouvez aller les porter, et puis les porter aussi auprès des représentations extérieures. On pense commission de droit de l'autonomie, de la MDPH, dans lequel on peut aussi être présent. On a essayé de faire le même travail, du coup, pour d'autres catégories de représentants d'usagers, notamment en établissement de santé, donc les fameuses CDU, commission des usagers, et CVS, conseil de la vie sociale, que Clarisse et Colline vous abordiez pour faire les ponts aussi dans votre plaidoyer.
Donc en rappelant pareil qu'il y a beaucoup d'outils numériques qui sont utilisés dans les établissements de santé de plus en plus, que ce soit la téléconsultation, Mon Espace Santé, la télésurveillance, les logiciels des professionnels aussi, les portails patients des hôpitaux pour la préadmission aussi. Et donc, vous rappeler que ces outils sont aussi à la main du professionnel et à la main de l'usager de santé, donc des patients. Et donc, il peut être intéressant d'accompagner ou en tout cas d'incorporer cette dimension de médiation numérique dans les activités et dans les politiques des établissements, parce qu'elles sont bénéfiques pour tous, professionnels, patients et leur parcours de santé. Donc de même, on vous a proposé des éléments, qui peuvent être des mini feuilles de route progressives, de vous renseigner auprès du coup, des différentes, commissions ou conseils, des projets réalisés ou peut-être, un projet justement. Vous réunir pareil avec éventuellement le soutien de France Assos Santé au niveau régional, qui peut du coup aussi être, envisagé. Identifier les actions pertinentes et puis par exemple, très concrètement, s'il existe une maison ou un espace des usagers, ça peut être l'occasion d'en faire un lieu, alors pas forcément 100% du temps, mais un lieu qui peut accueillir des actions de médiation numérique, la présence de conseillers professionnels ou éventuellement de bénévoles pour des actions plus légères aussi, pour accompagner à la prise en main d'un outil, par exemple de Mon Espace Santé, ou aussi d'aider à construire un vrai parcours, en tout cas de montée en compétences numériques quand ça peut être nécessaire pour certains usagers et certains parcours. On a aussi fait ce travail pour des représentants en usagers en instance territoriale, notamment CRSA et CTS, donc Commission régionale santé autonomie des agences régionales de santé ou les conseils territoriaux de santé, parce qu'il y a un vrai enjeu local. C'est ce que montrait l'observatoire de la MEDNUM qui a été réalisé, que beaucoup d'acteurs de l'inclusion interviennent au niveau local, 58% au niveau local, c'est-à-dire à une échelle inférieure au département. Et donc, il y a une vraie organisation territoriale à réfléchir et il y a finalement assez peu d'acteurs qui ont une envergure nationale et donc ce n'est pas uniquement notre action, on va dire France Asso Santé au niveau du siège qui a un impact, c'est vraiment ce que vous aussi, vous allez pouvoir porter comme idée, comme enjeu. Et donc on vous a donné quelques idées aussi dans le cadre de ces mandats de représentation. Quels objectifs on peut poursuivre quand on est dans ce type d'instance? Toujours porter comme une priorité l'inclusion numérique, la médiation. Aider à créer des liens entre acteurs de la santé, représentants d'usagers, acteurs de la médiation numérique, pour que chacun se connaisse mieux sur le terrain. Parce qu'en fait, on ne le savait pas vraiment, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de choses sur le territoire. Et donc, il faut apprendre à les connaître. Il y a un vrai enjeu de notoriété et d'apprendre à se comprendre, qui fait quoi, comment on agit. Ça peut être du coup contribuer aussi à des actions de diagnostic territorial pour faire remonter aussi des enjeux que vous pouvez recueillir ou recevoir. Et puis à terme, aboutir aussi, essayer de construire finalement ou de mettre en place un réflexe d'orientation entre ces différents acteurs, parce qu'on croise tous et on est tous au contact d'usagers qui peuvent avoir besoin de l'apport des autres et donc dans le respect de la mission, des missions de chacun et de la complémentarité, parce qu'effectivement, nous n'avons pas forcément vocation, nous bénévoles, à être des médiateurs professionnels, parce que c'est un métier, parce que ça prend du temps et qu'on sait le temps bénévole, il est aussi compté. Et donc, c'est qu'on puisse chacun agir et que les patients, les usagers qui utilisent la médiation numérique peuvent aussi parfois avoir besoin du soutien d'associations de santé, de représentants d'usagers, et donc les liens peuvent se faire vraiment dans les deux sens. C'était du coup pour vous présenter comment on a construit ce guide, ce qu'il contient, globalement, même si évidemment il est assez riche, même si on a essayé qu'il soit pas trop dense, on a essayé de l'aérer un maximum, et du coup, je vous invite à continuer à poser vos questions et nous, on va répondre du coup progressivement à l'ensemble des questions qui ont été, posées, autant dans le chat que dans les questions. Alors peut-être commencer par, une question, de Gwenola Coulange, qui nous pose la question: «Sur l'indice de fragilité numérique, l'ensemble du territoire français est-il couvert par cet indice? Est-ce que cela comprend l'outre-mer?» Et donc je laisse Colline Clarisse répondre à cette question déjà. Oui, la réponse est oui. L'indice de fragilité numérique couvre quasiment tout le territoire français, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, je pense.
Mais la Martinique, la Réunion, Guadeloupe, Guyane sont couverts par l'indice. Et l'indice, là, on en est à la version 3 et la version 4 de l'indice de fragilité numérique va être présentée dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être, avec voilà, des améliorations, des précisions, notamment pour la France des Outre-mer. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres. En fait, l'indice de fragilité numérique, il est calculé à partir de données socio-économiques de l'INSEE, fournies par le CREDOC. Et ces indices socio-économiques sont pertinents pour la France, mais il y a d'autres indices qui pourraient être plus pertinents, enfin, d'autres indicateurs qui pourraient être plus pertinents pour les Outre-mer. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Et donc la prochaine version sera publiée, je sais plus, mais courant mois de mars, il me semble. D'accord. Merci Colline. Alors, je vais compléter la question de Gwenola. Parce que je ne suis pas sûr que tu l'aies cité, est-ce que Mayotte, parce que c'est le territoire d'action de Gwenola, est compris dans le... mais il me semble que oui, mais je ne voudrais pas m'avancer. Je vérifie en live. Quelle est la plus grande ville de Mayotte? Mamoudzou. Comment je l'écris? Parce que Gwenola me dit que pour elle, Mayotte n'était pas compris. Alors, Gwenola, je pense, est en train de nous l'écrire. Voilà, Mamoudzou, Moudzu. Mais du coup, Non, sinon, effectivement. je suis désolée. Non, en effet, Mayotte n'est pas encore. Alors, c'est pas nous qui développons l'IFN, hein, c'est l'équipe data. Mais je peux me renseigner si c'est intéressant ça, pour savoir s'il y a dans la version 4 une précision sur s'il y a une couverture des territoires encore non couverts aujourd'hui. Merci Colline. Et j'en profite parce que j'ai déjà eu la question. Sur la carte des acteurs, cartographie nationale des lieux de médiation numérique, là sur le guide, pour l'instant, vous avez juste la France hexagonale et la Corse, mais dans l'outil en ligne, vous avez l'ensemble des DROM, et y compris Mayotte, pour le coup, qui est concerné. Alors, il y a alors je vais le lire à haute voix parce que c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que c'est aussi important et c'était aussi pour ça que vous expliquer qu'est-ce que c'est la médiation numérique, c'est important. Parce qu'effectivement, dans l'exercice des mandats de représentation des usagers, le terme médiation, il peut être souvent utilisé chez nous pour d'autres actions, qui sont la médiation dans le cadre effectivement du traitement d'une plainte ou d'une réclamation, ou aussi encore la médiation par des médiateurs pairs. On pense à la santé mentale ou à l'addictologie, ce type de prise en charge. Donc c'est vrai que c'était aussi important d'avoir ce document qui puisse du coup remettre bien des mots, remettre bien des actions, des activités derrière cette notion, et que nous, on ne fasse pas aussi cette confusion-là qui est possible, et qu'en tout cas, on puisse clarifier au maximum tout ça. Alors, peut-être là-dessus, Arthur, je peux ajouter ouais. un mot. C'est vrai que sur les secteurs, on n'a pas du tout les mêmes définitions. Dans le secteur de l'éducation, notamment l'inclusion. En éducation, ça veut dire l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc en fait, suivant les secteurs, les définitions sont complètement différentes. Et pour l'anecdote, il se trouve qu'avant, la médiation numérique, on appelait ça l'animation multimédia. Les médiateurs numériques étaient des animateurs multimédia pour des raisons diverses de statut. On a fait évoluer le terme et en fait, on a choisi médiation. Enfin, je dis on, mais moi, à l'époque, je ne travaillais pas à la MEDNUM. On a choisi le terme de médiation parce qu'en fait, c'est pour faire le lien entre... La médiation numérique, c'est faire le lien entre les personnes et le numérique, en fait. C'est toujours un lien humain. Et donc, la médiation, ça permettait de mettre ce lien humain. On voit comme la médiation sociale, entre l'homme et la machine, on va dire. Merci Colline. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, mais les actions d'inclusion et de médiation numérique, vraiment, elles sont pas nouvelles, mais c'est vrai qu'il y a une vraie structuration de la filière, des activités depuis quelques années, et qui font aussi que les termes évoluent et sont pas encore toujours partagés par tous. Et par exemple, c'est vrai que nous, on parle souvent d'électronisme, de fracture numérique. Et donc, c'est vrai que c'était important de pouvoir
mettre en avant cette notion de fragilité numérique qui aujourd'hui est davantage celle qui est utilisée par les acteurs de la médiation numérique, même si bon, les autres ne sont pas forcément entièrement discrédités, mais c'est vrai que c'est davantage ce terme-là, notamment, qui va être employé aujourd'hui. Alors peut-être une question, répondre en deux coups aux questions qu'on a eues au début de Géraldine Gounellé-Fité et d'Alain Merger. Finalement, quelles sont les compétences demandées aux médiateurs? Est-ce que des acteurs associatifs peuvent être ou devenir médiateurs? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de formation? Et finalement, est-ce qu'on peut passer de représentant d'usagers, bénévole associatif, à cette position, entre guillemets, de médiateur numérique? Alors, c'est une question très très vaste. Il va faire l'objet d'un EDEC. Donc, un EDEC, c'est un engagement pour le développement de l'emploi et des compétences entre le ministère du Travail et les organisations professionnelles d'un secteur. Donc, il va y avoir un EDEC sur l'inclusion numérique bientôt. On va travailler là-dessus. Mais pour répondre plus simplement, donc le médiateur numérique, pour être simple, c'est le professionnel, on va dire. Mais des gens qui font la médiation numérique, il y en a beaucoup plus que ces professionnels. Enfin, n'importe qui peut se retrouver médiateur numérique, entre guillemets, en aidant ses grands-parents, en aidant son voisin, son collègue qui n'arrive pas à brancher un truc. C'est de la médiation numérique. Sauf que pour différencier ces actions-là des actions professionnelles, les médiateurs numériques, ils vont monter des ateliers avec des projets pédagogiques pour que les personnes montent en compétences durablement, en compétences numériques durablement. C'est un métier, en fait, c'est à la croisée de la tech, de la tech et du numérique, de l'éducation et du social, parce qu'évidemment, ces personnes, ces médiateurs numériques, ils vont rencontrer des personnes en grande difficulté. Donc ça, c'est le métier. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les aidants numériques, comme en santé. Et les aidants numériques, ils peuvent être soit professionnels, soit bénévoles. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les bénévoles dans les associations, ou bien nous qui aidons nos amis, notre famille. Mais il y a aussi des professionnels qui font de la médiation numérique alors que ce n'est pas leur corps de métier, comme les agents d'accueil dans les administrations publiques, les travailleurs sociaux dans les associations. Enfin, en fait, énormément de métiers font de la médiation numérique alors qu'ils ne sont pas formés pour ça. Et c'est quelque chose qui rentre dans ces métiers-là. Donc, on peut devenir médiateur numérique. Il y a très peu de diplômes. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais très peu qui permettent d'accéder à cette fonction. Mais on peut devenir médiateur numérique sur le terrain, entre guillemets. Et sinon, donc c'est Alain, vous pouvez être aidant numérique, bien sûr. Tout le monde, tous les gens qui veulent accompagner les personnes dans leurs usages peuvent être des aidants numériques, oui. Merci beaucoup, Colline. Et c'est vrai que ça souligne ce que souvent, je pense qu'on est pas mal concerné ou en tout cas interrogé parfois par la démarche des ambassadeurs mon espace santé. Et donc, c'est vrai ce qui a pas mal réinterrogé notre place en tant que bénévole, comparé du coup aussi à des activités professionnelles. Donc, vous voyez, c'est pas une question qui est effectivement tout noir ou tout blanc. Et évidemment, on a un vrai rôle aussi à terme à ce qu'on puisse outiller plus concrètement finalement bien nos représentants, les bénévoles, à pouvoir avec on va dire en harmonie avec l'ensemble de l'écosystème, à pouvoir trouver une place et monter en compétence aussi sur ces questions-là quand ils le souhaitent. Peut-être juste Ouais, une vas-y, chose, que Colline. j'ai vu qu'il y avait une question sur les compétences. J'aime bien cette question parce qu'on dit souvent dans le secteur que le médiateur numérique, c'est un mouton à cinq pattes qui doit savoir faire plein de choses, qui doit savoir faire de l'accompagnement, être pédagogue, être patient, être à l'écoute, comprendre les besoins de la personne, connaître le numérique, avoir une capacité à s'auto-former parce que le numérique évolue tout le temps. Donc en fait, il faut en permanence être curieux et aller voir les nouvelles choses qui sortent pour pouvoir toujours accompagner les personnes. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Et sur les acteurs associatifs, alors oui, il y a les bénévoles qui peuvent l'être, mais en vrai, les médiateurs numériques, ils sont souvent embauchés dans des associations, historiquement. Et ils sont d'ailleurs souvent freelance, parce que les associations n'avaient pas forcément les moyens de les financer en temps plein. Et donc, ils se lancent et ils travaillent pour plusieurs associations en même temps. Alors peut-être avant de repasser à une autre question qui avait intéressante, Géraldine Goulinet-Fité qui nous redemande du coup, pour les aidants numériques, existe-t-il un référentiel de compétences où est-il à créer? Peut-être faire le lien, Corinne, avec ce qui existe chez Pix aussi, éventuellement, mais je vous laisse répondre.
Oui, alors PIX, il y a un référentiel de compétences, en effet. Donc, c'est un outil qui permet d'évaluer ses compétences, mais aussi de monter en compétences tout seul et aussi d'accompagner les médiateurs numériques, enfin de les outiller pour leur accompagnement. Mais il n'y a pas de référentiel de compétences métiers. Et c'est là tout l'objet de l'EDEC qui va avoir lieu. On va essayer un peu de définir qu'est-ce que c'est exercer le métier de médiateur numérique, qu'est-ce que c'est être un aidant numérique. Et donc, on va essayer de construire ce référentiel de compétences, justement, surtout pour créer des ponts entre les métiers, qu'un aidant numérique puisse comprendre quelles compétences il a et lesquelles il doit acquérir pour devenir médiateur numérique ou pour devenir encadrant médiateur numérique. Voilà, il y a un vrai travail de référentiel de compétences métiers à créer. Merci Colline. Alors, en faisant le lien un petit peu avec, avec des éléments de réponse que tu abordais, une question d'Émilie Mani qui nous demande qui décide finalement de l'implantation des différents opérateurs sur un territoire, France Service, UDAF, alors parce que tu parlais de effectivement des associations qui embauchent, par exemple, des conseillers numériques, effectivement. Donc, peut-être quelques éléments voilà, ou clés de compréhension sur les enjeux autour de ça. Alors, France Service, je ne connais pas les modalités d'implantation. Je sais que pour les conseillers numériques France Service, qui ne sont pas des agents France Service, ils ont un peu tous le même nom, c'est un peu compliqué. Donc, il y a les espaces France Service, dans lesquels il y a des agents France Service, donc ils vont accompagner les personnes dans leur démarche. Et puis, il y a des conseillers numériques France Service qui peuvent être associés à une maison France Service, enfin un espace France Service, mais pas que, qui peuvent aussi être en itinérance ailleurs, dans des associations, des collectivités territoriales. Et les conseillers numériques France Service, donc la réimplantation, je crois qu'elle a été calculée sur le nombre d'habitants et que ça a été croisé avec l'indice de fragilité numérique par département. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est l'État qui a décidé de ça. Donc, Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a autant une impulsion publique, une certaine impulsion publique, mais qui reste aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup, c'est très lié, pardon, à l'initiative des acteurs. C'est-à-dire que quand l'Union nationale des associations familiales, elle décide. Alors d'embaucher, et notamment grâce à des subventions publiques, des conseillers numériques France Service, la question de l'implantation de ces conseillers, elle peut autant dépendre de eux, leurs priorités territoriales, que finalement tout simplement la disponibilité des conseillers dans tel département ou territoire, parce que on peut décider d'embaucher à tel endroit, mais faut-il trouver effectivement un professionnel et quelqu'un qu'on peut mettre ici. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte un peu de foisonnement finalement d'initiatives, et c'est peut-être aussi un aspect qui peut mener les initiatives des représentants d'usagers, hein, d'essayer de participer pour une offre en santé à ce qu'il puisse y avoir non pas une planification, mais une certaine coordination sur ce niveau-là. Mais effectivement, on ne va pas nous décider d'où doivent s'installer entre guillemets les espaces France Service, et chaque acteur reste aussi libre finalement de déployer une offre là où il le souhaite aujourd'hui. Ça, c'était pour la réponse. Alors, peut-être quelques éléments de réponse à, alors peut-être plus, on va dire en ouverture aussi, à la question de Carmen Adé qui nous demande, mais finalement, quelle solution pour les usagers qui ne souhaitent pas, alors dans le cadre un peu spécifique du coup de l'accès aux droits en santé, hein, pas de compte Amélie, par crainte de ne plus recevoir de relevé papier, de dépendre du numérique, même avec de l'aide. C'est vrai que c'est un enjeu qui ressort un peu souvent. Comment on fait pour éviter de subir la dématérialisation des services publics? Alors, c'est peut-être pas effectivement la médiation numérique qui a toutes les clés en main pour répondre à ces enjeux, mais peut-être que vous avez peut-être un éclairage de la part, on va dire, depuis votre écosystème sur ce type de questions éventuellement. Oui, alors les acteurs de la médiation numérique, ils insistent beaucoup là-dessus. C'est de dire que le numérique, c'est un moyen et non pas une fin. Donc, c'est un moyen pour avoir une vie meilleure. Et donc, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas accéder au numérique par choix ou celles qui ne peuvent pas, il faut systématiquement qu'on puisse proposer des alternatives téléphoniques, physiques. Voilà. Nous,
on n'a pas de solution à apporter, mais ce qu'on défend, c'est ça. C'est qu'il faut toujours qu'il y ait une alternative. Papier, physique, téléphonique. Ouais, mais je trouve c'est important de montrer qu'on est assez aligné sur cette notion-là parce que la question de l'alternative, en tout cas de ne jamais aller dans le 100% digital, c'est quelque chose qu'on a porté aussi dans nos plaidoyers chez France Asso Santé et je pense tout particulièrement aux représentants d'usagers qui sont auprès des caisses d'assurance maladie. Parce que c'est vrai que, bah, c'est tout l'exemple du compte Amélie, hein, et c'est la question pour l'accès aux droits de santé qui se pose beaucoup, ou pendant la période du Covid-19 par exemple, quand il n'était plus possible d'accueillir dans les caisses directement, dans les locaux des caisses, les usagers pour répondre à leurs questions et les accompagner. Il y a eu certain nombre selon les caisses, de choses qui ont été mises en place, des plateformes téléphoniques plus poussées, quelques modalités présentielles qui ont pu être organisées de manière un peu spécifique. Et donc, c'est aussi là que la place du représentant d'usager sur ces questions-là, elle peut se faire entendre justement quand on a une difficulté, quand on a une rupture d'accès à un accompagnement ou en tout cas un contact humain auprès d'une caisse d'assurance maladie, eh bien, on peut se faire l'écho de ces enjeux et faire porter du coup ces besoins assez nécessaires. Mais c'est vrai que c'est en tout cas quelque chose qu'on porte de manière générale, éviter le 100% digital, mais qui n'est pas toujours forcément évident. Alors, on va peut-être prendre une dernière question avant de passer à une petite présentation avec Coralie Jardon de France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Merci en tout cas, Colline et Clarisse, d'avoir déjà répondu à quelques questions par écrit. Alors, une dernière question intéressante, mais pareil, qui est peut-être encore dans l'ouverture, qui est quel lien possible entre la médiation numérique, la démarche de pair aidance et le partage de savoir expérientiel que nous, on travaille beaucoup en santé. Alors, c'est peut-être une ouverture qui est un peu téléphonée, mais c'est pareil. Est-ce que peut-être c'est des enjeux, parce qu'on parle de médiateurs professionnels et finalement, comment la place des pairs, elle peut se jouer et est-ce que finalement, les actions d'accompagnement au numérique par des pairs, comment elles peuvent trouver leur place aussi avec un peu ces enjeux finalement de compétences et de référentiels de compétences que vous avez abordés? Oui, alors c'est vrai que dans le secteur de l'inclusion numérique, on parle beaucoup moins de pair aidance que dans le secteur social ou médico-social, par exemple. Mais c'est vrai que l'objectif de la médiation numérique, en fait, c'est de redonner ou de donner aux personnes la confiance dans le numérique, qu'elle ne soit plus un objet anxiogène ou qui leur fait peur, et pour que ces personnes-là, ensuite, soient elles-mêmes capables d'aller accompagner, d'aller rassurer d'autres personnes de leur entourage. Peut-être sur la pérédance. Merci Colline, mais on voit que c'est des vrais. Il y a beaucoup d'enjeux, j'ai envie de dire un peu conceptuels ou intellectuels, hein, pour vraiment faire rentrer toutes ces questions de médiation numérique dans toutes les activités finalement de notre société, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas fini de travailler sur ces sujets-là et qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche et en tout cas très heureux qu'on puisse travailler, j'ai envie de dire, ensemble sur ces questions-là pour l'accompagnement des usagers. Alors, Lisette Cazelet, merci de suivre le webinaire avec nous et merci de souligner, hein, notamment dans le secteur médico-social, il y a encore beaucoup à faire pour accompagner les professionnels. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup aussi, on va dire, dans les tuyaux du côté des pouvoirs publics, mais c'est vrai que c'est aussi à considérer et à avoir bien en tête. Arthur, Ouais. j'aurais dû préciser qu'en fait, la médiation numérique, donc c'est l'accompagnement des personnes, mais pas que. C'est aussi l'accompagnement, donc c'est l'accompagnement des personnes, mais dans toute leur situation de vie, hein, des enfants, de l'enfance jusqu'à la vie, enfin le grand âge, en passant par le salariat, la parentalité. Donc c'est l'accompagnement des personnes, mais aussi des structures. Ça peut être accompagner des associations pour qu'elles se numérisent de manière la plus éthique possible, accompagner des entreprises, accompagner des professionnels. Voilà, la médiation numérique, elle vise à peu près tout le monde.
Merci beaucoup, Colline. Et je vais vous remercier. Si vous avez encore des questions, je pense que Colline et Clarisse y répondront par écrit si elles le peuvent avec grand plaisir pendant la suite du coup de notre présentation. Et du coup, je suis très heureux d'accueillir sur scène Coralie Jardon, qui est chargée de mission Bourgogne-Franche-Comté. Donc, encore un grand merci pour toutes ces réponses très claires, Colline et Clarisse en tout cas, et très content que vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous pour les éventuelles questions. Et Coralie, merci beaucoup. Donc, tu es chargée de mission chez France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté, et donc tu vas nous présenter un outil qui a été développé par la délégation avec l'appui du siège et qui peut aussi être un vecteur, en tout cas, de sensibilisation numérique. Mais je te laisse nous en dire plus. Tout à fait, merci. Bonjour Arthur, bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Arthur, donc je suis chargée de mission à France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Coralie Jardon et je vous remercie de nous donner l'opportunité de présenter cet outil aujourd'hui au sein de ce webinaire. Donc, je dis nous parce que c'est la délégation Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est aussi le groupe de travail e-santé régional que je représente aujourd'hui. Et donc, je vais vous expliquer et vous présenter donc le mini-guide e-santé, se repérer dans la e-santé. Donc, pourquoi ce mini-guide ? Donc, l'accompagnement du déploiement du numérique en santé est une des priorités identifiées par les associations membres de France Asso Santé BFC dès 2018. Et c'est aussi une action intégrée dans le plaidoyer national. Et dans un contexte général d'émergence et de développement du numérique dans le domaine de la santé et des difficultés croissantes d'accès aux soins, la délégation s'est donnée comme objectif de contribuer à éclairer les usagers quant aux usages du numérique en santé pour essayer aussi de gagner un petit peu en confiance et de faire comprendre l'utilité des outils numériques au service de la santé, notamment dans le cadre de la prévention, du parcours de soins ou de l'accès aux soins. Donc pour cela, elle a créé un outil pédagogique, donc pensé et réalisé par des usagers et pour des usagers, donc pour une acculturation des différents champs donc, du numérique en santé. Alors, en effet, ce qu'on ne connaît pas peut parfois faire peur, ou ce qu'on connaît mal ou qu'on ne connaît pas. Et notre réseau, donc composé d'associations et de représentants des usagers, on sait qu'il est porteur de messages. Donc cet outil, il a pour visée d'outiller donc les membres de notre réseau, mais aussi, et ça j'y reviendrai, mais s'adresse plus largement donc à tous les usagers. Alors je vais vous présenter un petit peu son ergonomie. Alors, il se compose de 2 éléments. Donc, on a un flyer de présentation, donc je vous montrerai après, et que l'on peut éditer, et un mini-guide qui, lui, est disponible en ligne sur la page régionale Bourgogne-Franche-Comté du site internet France Asso Santé, sur le site national aussi, enfin sur l'extranet du site national. Et c'est un document au format PDF qui est cliquable et sur lequel il est facile de naviguer par un système de carrousel. Donc on peut aller d'une notion à l'autre assez simplement en fonction des besoins et des recherches. Alors, on y trouve différentes notions de l'e-santé avec 3 grandes thématiques. Donc la télésanté, le dossier patient, enfin les dossiers patients et les applications de santé. Donc pour faciliter la lecture et puis respecter un petit peu la charte graphique de France Asso Santé, on l'a voulu colorer avec des thématiques, par exemple, tout ce qui regroupe la télésanté va être en orange, du turquoise pour le dossier patient et puis du bleu pour les applications de santé. Donc on va retrouver ce code couleur tout au long du document. Et il est constitué en fait de plusieurs parties qui vont se dérouler assez facilement. Oh. Les premières pages, elles sont dédiées à des explications synthétiques qui permettent de mieux se repérer de manière générale dans la e-santé. Et puis en fait, elles servent de sommaire pour les différentes thématiques abordées. Donc un clic sur la thématique renvoie à la page correspondante. Donc là, c'est en mode copie d'écran, mais si je cliquais sur mon espace santé, j'arriverais directement donc à voilà, l'espace santé. Bon, c'est le mauvais exemple. Là, par exemple, j'arrive à la téléexpertise. Donc, chaque thématique, elle est déclinée de la même manière. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pour qui ?
comment ça marche, donc avec quelques exemples concrets, quels bénéfices, des bénéfices identifiés pour les usagers, ce qu'on a voulu mettre en avant et surtout ce qu'on avait identifié. Et puis attention et en savoir plus. Donc là, on peut naviguer, on voit qu'il y a des petits icônes qui nous indiquent comment naviguer. On peut revenir à tout moment donc au glossaire avec les différents éléments, par exemple là, la télémédecine en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce que c'est pour qui? Pardon, entre toutes ces flèches. Donc le pour qui, donc on va aller voir si on peut être concerné et ce que ça va nous apporter. On a aussi une rubrique donc dédiée à mon espace santé. Donc on a identifié des bénéfices qu'on souhaitait mettre en avant. Donc je vous laisserai aller le découvrir très certainement après ce webinaire. Vous irez naviguer sur cet outil. Et en fait, donc je vous ai dit qu'il se composait de 2 éléments. Donc pour promouvoir ce mini-guide dématérialisé, qui est hébergé donc sur le site internet, on a réalisé un flyer de présentation. Donc c'est un recto verso imprimable qu'on peut distribuer donc à toute occasion à des usagers et qui comporte un QR code qui renvoie vers la version détaillée, elle, en ligne. Donc ce flyer, il peut servir de support d'échange, par exemple, pour des représentants des usagers lors de tenues de stand ou de temps d'échange sur la thématique du numérique en santé. Ça peut être l'occasion d'aborder une des thématiques avec des usagers et de disposer donc de ressources. Alors, c'est un outil créé par des usagers, je vous l'ai dit. Donc, je vais revenir sur quelques étapes clés de sa réalisation. Donc, ce sont de multiples réunions du groupe de travail e-santé que je pilote au sein de la délégation avec un certain nombre de représentants des associations membres, que je salue d'ailleurs pour certains qui participent à ce webinaire. Et ce groupe de travail a été mis en place donc dans le cadre du déploiement de nos orientations stratégiques dès 2018. Et rapidement, le besoin s'est fait ressentir en fait de clarifier donc les notions de la e-santé, déjà d'une part pour nous, pour bien travailler cette thématique, et puis pour pouvoir en parler auprès des usagers. Donc des réunions, un cadrage de projet, je vous passe toutes les étapes et quand le projet est devenu un petit peu plus concret, on l'a présenté à Arthur. À l'époque, il était tout nouveau au siège et du coup, on a pu bénéficier de son soutien pour la rédaction de quelques fiches, pour la relecture aussi. Et puis, on a bénéficié aussi du soutien d'Alice au niveau du service communication pour un accompagnement pour sa mise en forme. Au niveau de sa communication, on a commencé donc en novembre 2021. On va dire que c'est le premier lancement officiel de cet outil lors d'une journée départementale d'information et d'échange e-santé en Saône-et-Loire, donc à Chalon-sur-Saône, qu'on organisait que la délégation organisait. On a commencé à diffuser cet outil fin 2021 de manière donc dématérialisée. Et puis ensuite, on s'est dit, cette fois-ci, il va falloir relire un bon coup, l'actualiser, voir s'il y avait eu des nouveautés au niveau de la législation. Donc, on l'a actualisé, toujours en lien avec le service de numérique en santé du siège. Et là, on a dit, cette fois-ci, il faut en faire une communication un petit peu plus large, le partager aussi auprès du réseau France Asso Santé et plus largement. Donc, on a fait une grande campagne de communication par mail. Au niveau régional, une publication sur le site internet, sur la page Facebook de la délégation. Il y a eu un article extranet et une publication dans la newsletter interne de France Asso Santé. Et on a édité 10 000 exemplaires du flyer de présentation, donc en début d'année 2023, que l'on a envoyé, donc une vingtaine d'exemplaires avec un petit courrier d'accompagnement pour dire qui on était et quel était l'objet de ce document, qu'on a relayé donc auprès des associations membres de France Asso Santé en région, à toutes les maisons France Service que j'ai découvert au nombre de 202 en Bourgogne-Franche-Comté, donc les maisons Espace France Service, aux caisses primaires d'assurance maladie, à toutes les
au niveau des départements, aux maisons des usagers des établissements de santé, aux maisons des associations, pôle gérontologie et innovation de la région, maison des seniors, réseau gérontologique, aux CLIC, les centres locaux d'information et de coordination pour les personnes âgées et leur entourage, au CCAS, aux maisons départementales des personnes handicapées, et on prévoit d'autres envois donc courant de l'année auprès des communautés professionnelles territoriales de santé qui se déploient progressivement sur le territoire et les dispositifs d'appui à la coordination des cas complexes. Et pour l'information, les 10 000 exemplaires ont donc été écoulés et on a relancé une édition pour pouvoir à nouveau en partager. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous dire les premiers retours et l'occasion qu'on a eue aussi de présenter cet outil, ça nous donne aussi des opportunités. Donc, lors d'instances, régionales, les représentants associatifs ont pu être informés et disposer d'une présentation. Lors des formations, ma collègue, correspondante formation ne manque pas de distribuer, au moins le flyer, c'est pas une présentation comme aujourd'hui, mais au moins le distribuer et lors de journées régionales. Les associations membres aussi commencent à s'en emparer. Par exemple, Cardio Franche-Comté et l'URAF Bourgogne-Franche-Comté m'ont demandé des exemplaires avant la première édition pour en parler auprès de leurs membres. Je suis intervenue aussi dans un module numérique en santé auprès d'élèves infirmiers en 3e année, donc pour le présenter de manière assez développée. Lors d'une journée aussi régionale de la Fédération des maisons de santé et de l'exercice coordonné, où une plénière était sur la thématique du numérique en santé, on a pu distribuer ce document. Et puis, on avait reçu une demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or à l'occasion des trophées de la santé, donc fin 2021, donc à Dijon, mais ça a dû être annulé dans un contexte épidémique compliqué. Alors, je crois savoir aussi que des éléments de ce mini-guide ont été repris et utilisés pour alimenter l'atelier Visio déployé par le service formation. L'atelier Visio Comprendre l'e-santé dans lequel je crois, Arthur, tu interviens, me semble. Donc voilà, de multiples occasions de s'en servir. Et au niveau des retours, donc à ce jour, les premiers retours, des retours positifs de bénévoles associatifs, qu'ils soient membres de la région ou un petit peu plus large. On a eu des retours en nous disant que ce document avait son utilité, qu'il allait servir à telle occasion. L'ARS Bourgogne-Franche-Comté a remercié l'initiative et l'effort de pédagogie donc, dans ce domaine. On a reçu des demandes de flyers par des établissements de santé, donc on verra comment on les gère, s'il y a des éditions qui peuvent être aussi faites au sein des établissements, mais en tout cas, ils y ont porté intérêt. On a reçu l'information de repartage au sein d'associations, par exemple APF France Handicap, qui nous a dit relayer cet outil auprès des usagers, des adhérents, des bénévoles et des professionnels de leur structure en région. Et puis de quelques maisons France Service qui nous mettent en copie de relais, qui font auprès des mairies et de leur territoire. Et ce qui est intéressant, au-delà de présenter l'outil, ils ont entendu parler aussi de France Assos Santé et dans leur communication, ils expliquent aussi qui on est, ils reprennent les éléments de langage du courrier. Donc j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres et que je puisse vous en parler plus tard aussi. Et donc l'idée, c'est que ce guide, on l'a pensé pour pouvoir le partager. Donc il n'est pas propre à la région BFC, on ne cite pas d'exemples ou de solutions numériques propres à la région, mais on invite toutes les délégations, toutes les associations à s'en emparer, on le partage, il n'est pas pour nous. Et vous pouvez même éditer des flyers si ça vous dit et les distribuer lors de vos différents événements. Et puis bientôt, tout le monde pourra participer aussi à son actualisation, tout le monde, par le biais d'un formulaire en ligne qu'on va partager prochainement, où vous pourrez nous dire s'il y a des erreurs, s'il y a des propositions de modification, des mises à jour qui permettraient de faire évoluer collectivement et enrichir cet outil. J'ai essayé d'être rapide parce que le temps était compté. Merci beaucoup, beaucoup Coralie. Effectivement, très heureux qu'on puisse mettre en avant cette réalisation qu'on a beaucoup aimé accompagner au sein du siège. Et Géraldine le disait, on sait que l'intérêt dans le réseau pour cet outil aussi est fort et il fait assez bien le lien finalement entre ce premier guide qui est beaucoup sur comment porter politiquement en tant que politique
pas partisane, hein, mais effectivement dans notre action de représentation sur le terrain, ces enjeux. Et puis un outil un peu plus pratico-pratique aussi, qui peut être un beau vecteur du coup d'échange et qui peut vraiment être au bénéfice des usagers. Et on voit beaucoup de retours très positifs. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Coralie et de moi-même au niveau des délégations pour qu'effectivement on puisse discuter de comment vous pouvez aussi l'utiliser et mobiliser cette ressource dans vos régions avec un grand plaisir, évidemment. N'hésitez pas s'il y a des questions. Il y avait une question intéressante, qui concernait, le facile à lire et à comprendre, qui, serait effectivement une suite, logique d'évolution ou en tout cas pour compléter cette ressource, même si pour l'instant, on n'avait pas encore les ressources pour le faire et dans le cadre du projet, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourra discuter et qui peut tout à fait être, mis à l'ordre du jour, à terme. Et donc un grand merci Coralie pour cette, présentation, qui était du coup très intéressante, je pense, pour le réseau et très concrète, et qui du coup clôture assez bien ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'en profite quand même, si vous reste des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter, et puis de vous dire que vous pouvez bien sûr trouver ces ressources d'ores et déjà. Si vous allez sur le site franceassosanté.fr, vous avez un onglet que vous voyez en rouge avec la souris à l'écran documentation et dans lequel vous allez retrouver effectivement un grand ensemble de documents mis à disposition publiquement et qui sont du coup autant ces guides, inclusion numérique, se repérer dans les santé, aux côtés du catalogue de formation, par exemple, l'Observatoire sur les droits des malades, acte de notre journée nationale de l'an dernier, et puis certaines déclarations ou notes de position. Donc, vous pouvez d'ores et déjà le récupérer à cet endroit-là et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez les ravoir s'il y a besoin ou quoi que ce soit, nous poser des questions. Si vous souhaitez contribuer aussi à toutes ces démarches-là, on sera ravis de travailler et d'échanger avec vous. Effectivement, on a dépassé un peu du temps. Coralie, je te laisse peut-être dire un mot aussi. Non, bah, je voulais juste remercier les participants, puis dire que s'il y a même des collègues aussi qui ont besoin d'informations complémentaires ou de partage de ressources, il y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir et merci. Un grand merci Coralie et merci à vous tous que vous avez été nombreux à vous connecter, à vous inscrire pour parler de ce sujet d'inclusion numérique, de médiation numérique qui revient très souvent dans la bouche des usagers, dans les enjeux de représentants des usagers, et notamment rien qu'hier quand on a eu aussi auprès du ministère un temps d'échange associatif, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux sur cet aspect-là. Et donc le réseau France Associée se met en marche et on est très heureux que vous soyez au rendez-vous et on continuera en tout cas à déployer des choses concrètes pour que ça devienne une réalité et un vrai sujet de travail pour tous dans notre réseau. Donc, un grand merci pour votre participation. Vous recevrez le replay à la fin de ce webinaire par mail et il sera mis à disposition pour tous sur l'extranet de France Asso Santé. Très prochainement et vous le retrouverez d'ailleurs dans un article d'actualité qui sera publié sur le site France Asso Santé qui mettra en avant ces outils et ce webinaire. Je vous remercie encore tous d'être restés jusqu'à cette heure et de vos nombreuses questions et des réponses que Coralie et aussi que Clarisse et Colline qui ont dû partir ont pu nous apporter et on reste bien sûr à disposition pour toutes informations et questions complémentaires. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous remercie encore de votre présence. À très vite. Au revoir.